humanitaire. Alors, ce que ça veut dire simplement, c'est négocier le fait que les employés de votre ONG puissent travailler dans une zone qui est sous contrôle des groupes armés. Donc voilà, ça a été un peu le baptême du feu, et c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, un environnement avec lequel j'étais assez confortable. Et d'une chose à une autre, j'ai été ensuite récupéré par l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, sur ce qu'on appelle des opérations de paix, donc des missions de paix. Et là, j'ai un peu opéré une bascule sur l'Afrique parce que le gros des opérations de paix, le gros des processus de négociation, de médiation dans lesquels l'ONU est impliquée aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et là, je me suis spécialisé en fait, sur les questions des groupes armés. On appelle ça les groupes armés non étatiques. Et j'ai été amené donc à avoir le privilège de participer en fait, à différentes négociations, médiations dans les Grands Lacs, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, en plus de ce travail-là, à travers mon implication dans les think tanks, j'ai aussi, et universitaire, j'ai aussi eu à travailler, mais bon, ça c'est peut-être plus anecdotique, sur ce qu'on appelle des processus de track 1.5. C'est track 1.5, il y a des tracks dans le domaine de la médiation. Là, une track 1, c'est les processus de négociation qu'on connaît, formels, entre des États ou entre des États et des groupes armés. Processus 1.5, c'est des processus où en fait, on a des représentants des gouvernements qui ne veulent pas forcément se retrouver déjà dans une négociation formelle, mais on veut quand même ouvrir des passerelles de dialogue. Et donc, on trouve des moyens informels, des ateliers, des conférences, etc., mais qui permettent d'ouvrir des canaux de négociation. À l'époque, bon, je peux parler des processus plus anciens, mais par exemple, c'était sur le dossier iranien, entre autres. Donc voilà, c'est des questions de diplomatie parallèle. D'accord, très bien. Et je crois savoir que tu enseignes également. Oui, alors donc, j'enseigne principalement en fait, à l'Université de Columbia, à New York, aux États-Unis. Et j'enseignerai aussi le trimestre prochain à Sciences Po ici à Paris. D'accord, très bien. Écoute, félicitations. Encore une fois, on est ravis de t'accueillir. Alors, du coup, ton métier au quotidien, ça consiste en quoi exactement? Alors, oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que quand on pense ONU et médiation, on imagine plein de choses. Voilà, et on pense peut-être aux grandes salles, l'accord sur le climat, l'accord de Paris sur le climat, une négociation sur le nucléaire iranien, etc. Donc moi, c'est pas ce côté-là. Moi, c'est principalement les questions de médiation et de facilitation de conflits armés entre des belligérants qui sont en général des groupes armés, groupes rebelles, groupes armés de différentes sortes, qui sont opposés en fait, au gouvernement en place dans un pays. Ça, c'est le principal, c'est ce que fait l'ONU principalement, même si de plus en plus, en fait, l'ONU s'implique aussi sur des processus plus locaux, ce que traditionnellement les ONG plutôt font, donc des processus de négociation d'accords à une échelle très locale, entre communautés, par exemple, entre des éleveurs et des fermiers, des choses comme ça. Mais bon, ça reste un sujet qui se développe et moi, je ne suis pas impliqué là-dessus. J'ai eu aussi à être impliqué plus en tant que négociateur, mais ça, c'est plus rare pour l'ONU. Donc là, comme une des parties à la négociation, en tant qu'ONU, notamment au Tchad, donc une négociation entre l'opération des Nations Unies sur place et le gouvernement tchadien. Peut-être on peut y revenir plus tard. Et en fait, ce qui est important peut-être pour comprendre l'ONU en tant que médiateur, facilitateur, on travaille en équipe en général. Donc, on a un chef de mission qui, en général, est un ancien diplomate, peut-être un ancien ministre des Affaires étrangères, qui peut-être a une expérience de négociation, mais souvent n'en a pas. Et donc, autour de lui, il s'entoure de quelques experts sur quelques sujets clés de la négociation. Alors moi, mon expertise particulière, c'est plutôt les questions, ce
ce qu'on appelle les arrangements sécuritaires. Oui. Ce que ça veut dire simplement, c'est les questions de cessez-le-feu, les questions de désarmement des groupes armés, des milices, les questions d'intégration des anciens groupes armés. C'est souvent une question clé dans ces conflits, dans ces négociations. Intégration d'une partie en fait, des éléments des groupes armés dans les forces de défense et de sécurité nationale. Donc, tous ces sujets-là. Mais on a aussi d'autres experts en fonction des sujets. On peut avoir des experts en partage des ressources naturelles, des experts en constitution, si la constitution va être amenée à être révisée à la suite d'un accord de paix. On a beaucoup d'experts sur ce qu'on appelle le process, donc l'architecture des négociations, et je vais y venir dans un instant, parce que ça, c'est peut-être une grosse valeur ajoutée de l'ONU, à la différence de beaucoup d'autres médiateurs qui font un peu ça, voilà, sur le pouce. L'ONU a aujourd'hui des cadres en fait, assez développés sur la base des expériences passées. Et en fait, on travaille aussi de plus en plus avec d'autres co-médiateurs. Donc, dans le temps, les années 90, l'ONU était souvent le médiateur en chef, ou le seul médiateur, même parfois sur un processus, par exemple au Salvador, en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est rarement le cas. Aujourd'hui, l'ONU est toujours un parmi d'autres. Donc, souvent, on a d'autres co-médiateurs qui sont des États de la région. Un État puissant qui a les moyens de financer un processus comme ça, qui a des intérêts aussi dans le processus. Et donc, on doit composer avec tous ces co-médiateurs dans différents processus. L'ONU, sa valeur ajoutée, c'est l'expertise, comme je disais. On a les moyens de mobiliser un certain nombre d'experts. Si on a une mission sur le terrain, on a tout l'aspect logistique, on a des avions, des choses comme ça, qui sont essentielles. En fait, on ne voit pas, ça c'est le côté peut-être moins sexy des processus de médiation, de négociation, mais c'est essentiel de pouvoir déplacer les gens, de pouvoir les faire se rencontrer dans des espaces où ils sont confortables, etc. Toutes ces choses-là, c'est essentiel. Et puis aussi, de manière importante aussi, l'ONU, c'est les valeurs. Donc nous, on porte des valeurs d'impartialité déjà dans la médiation, ce qui paraît évident, mais c'est pas évident, mais aussi on n'est pas neutre, on pousse des valeurs d'inclusivité. Inclusivité, c'est souvent on pense au genre, donc l'inclusivité des femmes qui sont souvent exclues de la table des négociations, c'est un des gros soucis, mais aussi inclusivité au sens large. Souvent, en fait, les groupes armés, souvent on organise des négociations entre ceux qui se battent, donc les hommes qui ont les armes des deux côtés. Or, on sait qu'un accord va être durable seulement s'il inclut aussi d'autres parties de la société. Donc voilà, on essaye de promouvoir ça à travers différentes techniques pour avoir plus de gens à la table ou au moins dans les couloirs, si ce n'est pas possible de les avoir à la table, etc. Il y a d'autres sujets comme par exemple l'amnistie. On ne peut pas adhérer à des accords qui vont donner une amnistie pour des crimes de guerre, des choses comme ça. Et donc quand je disais, nous, ça c'est les valeurs de l'ONU. D'un autre côté, d'avoir des comédiateurs qui sont, en l'occurrence, souvent des États ou des organisations régionales, qui, eux, ont des approches un peu différentes. Alors, ça apporte aussi des choses, parce qu'eux ont des leviers que l'ONU n'a pas. Ils ont des leviers financiers, mais parfois, ils vont avoir des leviers sur tel ou tel groupe armé. Par exemple, si le groupe est en exil, une partie de son leadership est dans cet autre pays, forcément, ils ont un levier, des moyens de pression sur ces groupes-là, mais bien sûr, en fait, ces États ont aussi des intérêts. Et donc, ils vont essayer de jouer leurs intérêts. Et donc, voilà, on est obligé de composer avec cet environnement complexe, en fait, où souvent, on se retrouve en fait, dans une double négociation. Il y a la négociation entre les parties elles-mêmes et il y a une négociation entre les comédiateurs qui eux-mêmes négocient la façon dont on va mener le processus de manière plus ou moins musclée, parce qu'un médiateur, dans certains cas, ça va être un médiateur effacé qui va simplement mettre les parties dans la salle. Ça, par exemple, le processus en Colombie, des FARC, qui s'est passé en partie à Cuba lors des négociations secrètes. Là, les Norvégiens, le gouvernement de Cuba, etc., a facilité, mais ils n'étaient pas dans la salle. Donc, ils ont appuyé le processus, mais ils laissaient les parties elles-mêmes. Ça a pris du temps. Ils sont arrivés à un accord assez complet, près de 400 pages. Un beau processus. Il y a d'autres processus où les médiateurs, parce qu'eux aussi, ils sont pressés, parce que les parties, pour plein de raisons, n'ont pas confiance l'une dans l'autre, ne veulent pas se parler directement. Donc, ça va être très compliqué. Et parfois, les intérêts des États, je n'aime pas le terme communauté internationale, mais bon, voilà, vont être qu'il y ait une paix plus rapide
Bon, vous pouvez suivre mon regard dans l'actualité. On a plein d'exemples, hein, de la Centrafrique à la Libye, voilà, où on va essayer et le Mali aussi est un exemple, où on va vouloir, enfin certains médiateurs en tout cas, co-médiateurs vont vouloir accélérer le processus, et dans ces cas-là, bien sûr, on se retrouve sur des postures de médiateurs beaucoup plus, je dirais, musclés, mais bon, ce n'est pas forcément le mot qui convient, mais des médiateurs beaucoup plus engagés, qui vont là être plus des forces de proposition, qui vont en fait négocier directement avec telle ou telle partie, essayer de rapprocher les points de vue, faire des propositions pour débloquer, et voir même, mais là, bon, bien sûr, ce n'est pas une bonne pratique de médiation, voire essayer d'imposer un certain modèle de paix, un certain accord de paix aux parties, même si après, ça coûte dans la phase de mise en œuvre. Bien sûr, je peux imaginer. Donc du coup, Arthur, en t'écoutant, tu parles évidemment de médiation et de négociation, parce que quelquefois, effectivement, tu vas prendre deux casquettes différentes. Moi, je vais te poser une question très personnelle, parce que, évidemment, ça fait écho à mon métier, puis c'est une question qu'on peut souvent me poser. Au final, tu préfères du coup la médiation, voilà, ou la négociation? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, peut-être résumer sur, effectivement, déjà définir les pourtours de ces notions, parce que alors, ça peut paraître simple pour certains, pas forcément pour d'autres. Déjà, si tu devais définir les pourtours de ces notions, qu'est-ce que tu nous dirais? Oui, alors, bon, pour faire simple, hein, un négociateur, c'est une partie à la négociation. Donc, il représente une des parties. Il représente une des parties, donc on négocie en défendant ses intérêts ou les intérêts de son organisation. Donc là, mais alors qu'un médiateur, il est censé donc amener les parties à négocier. Donc il est plus comme en accompagnement, on va dire. Et comme je suggérais avant, il y a différents types de médiateurs. Il y a la médiation très légère, où là, on va parfois appeler ça des facilitateurs. Oui, c'est ça, le facilitateur. Voilà. On facilite. Et puis, après, on va jusqu'à une médiation beaucoup plus impliquée, où là, vraiment, ça recoupe la négociation. Là, on est dans des postures de médiateur que de nom. Hein. En fait, c'est de la négociation. C'est ce qu'on appellerait channel diplomacy, où en fait, on va voir l'un ou l'autre pour rapprocher les points de vue. Donc, en fait, on se retrouve dans une position de médiateur-négociateur. Alors, je ne sais pas si ça fait sens de répondre à est-ce que je préfère l'une ou l'autre. Je crois que les deux sont intéressants et c'est intéressant d'avoir été dans les deux positions. Alors, moi, je n'ai pas forcément le choix. À l'ONU, on fait principalement de la médiation. Donc, du fait de ma carrière, moi, je suis principalement dans des situations-là. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, et je me suis fait cette remarque un certain nombre de fois dans des processus, où peut-être on gagnerait beaucoup de temps à appuyer les parties à la négociation plutôt que d'essayer de jouer médiateur. Et en fait, en pratique, de plus en plus, on voit des ONG de médiation internationales qui font du renforcement de capacité des parties elles-mêmes. Parfois, on le demande aussi. Donc, dans le processus d'Alger, par exemple, donc sur la médiation entre les parties maliennes, donc 2014-2015, suite à l'intervention française, on a demandé à des ONG internationales de faire des formations pour la partie gouvernementale, pour les deux plateformes de groupes rebelles, pour les aider à se préparer, en fait, et même se préparer psychologiquement et techniquement à une négociation pour faire que ça se passe mieux. En fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis amené à faire parfois aussi, des appuis. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas censé conseiller directement les parties, mais on leur donne des outils. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ce qui va apporter du lien par la suite et éviter du positionnisme stérile, je suppose. Exactement. Alors, avant que tu nous partages quelques expériences croustillantes, notamment qui ont pu jalonner ton parcours et puis te marquer aussi. Moi, je voulais juste venir sur un point, c'est sur ce métier. On peut faire des métiers qui peuvent être impliquants, gérer par moments des enjeux qui nous dépassent, quelquefois même transcender notre condition, notamment parce qu'on œuvre pour des intérêts supérieurs. Et en fait, l'équilibre finalement entre vie pro et vie perso, est-ce que du coup tu arrives à positionner déjà ce curseur et dans quelle mesure quelquefois ça peut impacter ton quotidien? Parce que sur une année, tu voyages beaucoup, par la force des choses.
tu t'exposes quelquefois dans des pays, dans les zones difficiles. On a parcouru, alors même si on n'a pas été au même moment sur des théâtres d'opération similaires, mais on a parcouru certains pays. Donc du coup, au final, là, c'est ton ressenti, c'est toi, aussi bien au terme d'équilibre vie personnelle et professionnelle, comment tu arrives finalement à faire la différence? Non, c'est une excellente question. Alors, moi, j'ai eu à faire des choix, hein. Donc, en gros, j'ai fait 15 ans, plus ou moins, sur le terrain avec des phases d'aération où je suis retourné à l'enseignement, à la recherche ici et là, mais où j'étais principalement sur le terrain et sur des processus longs. Parce que peut-être quelque chose qui est important à dire, c'est qu'on sait… Alors, on ne sait même pas quand un processus va commencer. Et ça peut être très frustrant parce qu'on peut attendre des mois et préparer. Mais c'est ça le gros du travail aussi. Peut-être que je vais pouvoir en parler un petit peu. Mais le travail de préparation de ces négociations, c'est le gros du travail. Mais on ne sait pas quand ça va commencer. Et ça peut être un peu frustrant. Et alors, par contre, une fois que ça a commencé, là, ça peut s'emballer et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne sait pas quand une phase de négociation va forcément finir. Ce n'est pas forcément tout chorégraphié, et même quand c'est chorégraphié, on perd le contrôle. Et ensuite, une négociation, ça peut durer 1 an, ça peut durer même beaucoup plus longtemps, mais en général, là, on n'est plus dans l'accompagnement. Nous, sur les processus que moi j'ai accompagnés, on est sur la négociation en elle-même, c'est 1 an, 18 mois éventuellement. Mais donc, ça demande un engagement plein et complet. On est à ce moment-là sur le terrain. J'ai eu la chance de faire ça quand dans la première partie de ma carrière. Depuis 3 ans, en fait, donc là maintenant, j'ai des enfants. C'est un peu plus compliqué d'être déployé sur des périodes longues comme celle-ci. Donc, bon, voilà, j'ai dû adapter aussi le type de travail que je fais, qui est plutôt de conseil ponctuel. Donc, voilà, des va-et-vient, des voyages, 2 semaines là, 2 semaines ici, etc. Donc, en appui. Et ça, c'est un autre métier, mais c'est aussi intéressant. Et souvent, en fait, les gens qui sont impliqués au quotidien sont aussi contents d'avoir un peu ces perspectives extérieures, ces appuis ponctuels, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le cheminement logique. Après, il se peut que plus tard, je serai amené à me réengager sur des processus plus longs. Mais du coup, pendant ces 15 premières années qui ont été particulièrement impliquantes pour toi, donc tu as été pas mal projeté. Donc sur une année, pour faire très simple, donc tu habitais soit à New York ou à Paris, voilà. Donc tu étais combien de temps à l'étranger pour qu'on se rende compte? Si on est sur une opération de paix, on est par exemple le processus d'Alger. Donc, j'arrive en 2013 au Mali. On a du mal à lancer le processus de négociation parce que ça, voilà, pour plein de raisons, ça bloque. Ça bloque tellement que ça mène à un affrontement armé en fait, entre le gouvernement et les groupes rebelles en mai 2014 à Kidal. Et c'est ça qui va faire que là, soudainement, on va avoir une fenêtre pour lancer un processus. Là, c'est les Algériens, donc le gouvernement algérien qui prend la tête du processus, mais l'ONU est très impliquée aussi, donc on va être une comédiation avec d'autres comédiateurs. Et alors là, on va être sur… typiquement, donc je suis basé au Mali, on interagit beaucoup avec les groupes armés, donc beaucoup au nord Mali, à Kidal, hein, parce que c'est ça, la première phase d'un processus, pour moi, de mon travail, donc, c'est de rencontrer les groupes armés, en fait. C'est de comprendre leur position, leurs objectifs, les vrais enjeux aussi. Enfin, c'est un travail classique, hein, de cartographier ces acteurs, leurs relations. La personne qui vous parle en français n'est pas forcément celle du groupe qui vraiment a le pouvoir. C'est peut-être l'autre qui est caché derrière, etc. Il va falloir comprendre aussi qui vont être les acteurs que vous voulez autour de la table. Il faut parler aux chefs militaires comme aux chefs politiques. Parfois, il faut aller chercher les chefs politiques en exil dans le pays limitrophe. Donc là, on va au Burkina rencontrer les chefs politiques de la rébellion, à qui l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a donné des belles villas. Voilà, donc on les rencontre, on a des longues discussions, on les écoute. Et voilà, et donc on prépare ce processus. Quand ça se déclenche à Alger, là, on commence à faire des va-et-vient. On va sur des périodes de 2 à 3 semaines de négociation en général à Alger, où les parties sont réunies quand elles veulent bien venir, parce que bien sûr, entre les phases de négociation, l'une ou l'autre des parties décide d'avancer ses pions, donc va peut-être générer des clashs armés sur le terrain. Alors, il va falloir aussi gérer ça en même temps.
Et bon, voilà, on fait des phases de négociation, on essaye d'avancer. Typiquement, ce n'est pas toujours comme ça, mais le séquençage, on commence en général par essayer de construire la confiance. Donc, il y a une mesure de confiance. On va commencer simple, on va essayer d'avoir des échanges de prisonniers pour bâtir la confiance. Donc ça, ce sont des indices, en fait, des indices de confiance. Qu'est-ce qui te permet justement de les mesurer? Ben, si ce genre d'intervention fonctionne. D'accord. Donc, c'est là que le médiateur s'implique, parce qu'on va essayer de suggérer ces choses-là. Bien sûr. Mais ça, il faut avoir compris des deux côtés, là encore, voilà, les intérêts et les enjeux. Bien sûr. Mais bon, on va essayer de faire ça. On va essayer… Alors, c'est quasiment impossible de faire des négociations politiques si les gens sont en train de combattre sur le terrain. Donc, il faut absolument une cessation des hostilités, même si c'est des temporaires, bien sûr, même si c'est à l'occasion d'une fête religieuse, par exemple, ou choses comme ça. Donc, on essaye de… Voilà, c'est des mesures de confiance. Ensuite, on va essayer de paramétrer avec les parties les termes de la négociation. Qui va être à la table? De quoi on va parler? De quoi on ne va pas parler? Est-ce qu'il y a des lignes rouges? Donc, on va peut-être avoir une feuille de route formelle ou informelle. Voilà. Donc, ça, c'est toute la phase de préparation. Et ensuite, on va commencer des négociations autour des sujets qu'on a décidé de discuter selon les termes et qu'on a décidé de discuter. Alors, voilà, ça va… Il y a toujours des blocages, donc il faut toujours trouver des moyens de contourner ces blocages. Et puis, in fine, si la négociation se passe relativement bien, on va arriver à la signature d'un accord. Et là, les gens ont l'impression que c'est la fin. Voilà, le travail est fait. Les gens ont signé l'accord, donc ils ont fait la paix. Et en fait, non. Souvent, ça, c'est le début d'une deuxième négociation qui est la mise en œuvre de l'accord, qui est tout aussi importante, sinon plus importante, et qui va être en fait une suite de petites négociations, parce que l'accord ne sera pas aussi détaillé que vous l'auriez voulu. Bien sûr. Donc, si vous êtes entendu sur des grands principes, par exemple, on s'est entendu que les forces armées au nord du Mali seraient composées au moins à moitié d'anciens rebelles. Mais vous n'avez pas déterminé combien. Vous n'avez pas dit si c'est 50%, 60%, qui, sur quelles conditions, est-ce qu'il y a une limite d'âge, est-ce qu'il y a… Et donc, tous ces autres petits sujets vont devoir être négociés. Donc, vous avez des structures de mise en œuvre, des comités qui se réunissent, qui travaillent, etc. Et ça fait partie de continuer voilà, la mise en œuvre, c'est la continuation de la négociation dans beaucoup de cas. Et puis aussi, ce qui est essentiel et ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des dividendes de la paix. Si la signature de l'accord ne mène pas à une amélioration du quotidien des populations, il peut se passer plusieurs choses. Dans certains cas, les populations qui peut-être soutenaient les groupes armés vont se désolidariser, peut-être les groupes armés vont exploser, peut-être les chefs politiques qui auront signé vont perdre le contrôle de leurs armes armées. Vous ne voulez pas forcément ça non plus. Donc voilà, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut essayer de gérer aussi dans l'après-signature de l'accord. Très, 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 très clair et passionnant. Du coup, parce qu'on a pas mal digressé là, au final au Mali, donc tu es resté combien de temps projeté au Mali pendant tout ce processus-là? Donc j'ai fait 2 ans. 2 ans, ouais. Donc, voilà. Donc là, je vais me plomber moi-même en disant que je suis parti juste après la signature de l'accord. Mais bon, voilà, c'est un travail éreintant. Oui, après, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes personnes non plus. Vous avez besoin d'un peu de continuité institutionnelle. Mais voilà, 2 ans, c'est quand même épuisant et ça vous prend votre vie. C'est ça qu'il faut réaliser aussi. Quand vous êtes un expert au contact des groupes armés, votre téléphone sonne constamment. Et ce n'est pas toujours, et c'est rarement parce qu'ils veulent discuter de l'alinéa 3 du draft de l'accord. C'est souvent parce qu'un enfant s'est fait mordre par un serpent à 50 km de Kidal et qu'il faut lui sauver la vie. Mais si vous arrivez à envoyer une unité, à faire une évacuation médicale ce jour-là, eh bien, votre relation, parce que vous aussi, en tant que médiateur, vous devez avoir une relation de confiance. À ce moment-là, votre relation avec cette personne va changer. Et ça va se savoir aussi que vous avez fait quelque chose. Et donc, bon, il y a ces petits… On n'a pas beaucoup de leviers, comme je disais à l'ONU, on n'a pas des valises de billets, par exemple, que certains États ont, par exemple. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a pour aussi… Et surtout, ce qui est essentiel, c'est qu'on continue à être crédible avec les deux parties. Et ça paraît évident, mais malheureusement, il y a des cas où nos chefs de mission, nos envoyés spéciaux, perdent la confiance d'une des parties. Dans ce cas-là, en fait, en général, l'envoyé finit par être remplacé. Oui, parce que la confiance est rompue. Et aujourd'hui, peut-être, c'est un point important aussi, c'est qu'il y a toute cette complexité dont je parlais sur le terrain, mais en fait, de plus en plus, les processus qu'on gère
sont encore plus complexes que le conflit sur le terrain lui-même. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des conflits qui sont régionalisés, internationalisés, Mhm. où vous avez des États de la région ou des États puissants au-delà de la région qui eux-mêmes ont des intérêts dans le conflit. Et en fait, vous ne pouvez pas résoudre ce conflit simplement en amenant les belligérants eux-mêmes à un accord. Enfin, vous ne les amènerez pas à un accord si vous ne gérez pas tous ces autres paramètres à l'extérieur. Par exemple, l'ONU, alors bon, ça a été un échec pour l'ONU, mais en Syrie, les tentatives de négociation possible en 2014. L'envoyé spécial, donc il y en a eu plusieurs, il y a eu Kofi Annan, entre autres, mais il allait autant à Téhéran, à Moscou et ailleurs qu'il ne rencontrait les parties elles-mêmes. Parce que vous vous rendez bien compte qu'en fait, si vous n'avez pas, sinon l'agrément, mais au moins vous ne garantissez pas que les parties extérieures qui influencent les parties sur le terrain vont jouer le jeu, bien sûr. En fait, vous n'arriverez à rien. Bien sûr. Oui, évidemment, c'est une histoire de crédibilité. Et donc, dans un environnement aujourd'hui où on parle parfois de nouvelles guerres froides, voilà, de plus en plus, on se retrouve sur des conflits internationalisés comme ça, c'est d'autant plus compliqué pour les médiateurs. D'accord, très très clair. Et donc, du coup, équilibre vie pro, vie perso, ça va avec votre femme? Avec ta femme, du coup, moi je peux te tutoyer évidemment, maintenant les gens savent qu'on se connaît, mais du coup, c'est pas. Tu arrives à positionner finalement le curseur où tu le souhaites, parce que tu as un métier qui est quand même hyper impliquant. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas compliqué par moment de partir, d'être trop cher? Alors, je pense que pour une première partie de carrière où vous êtes déployé sur des années comme ça, c'est simplement pas possible. Ouais. Et je suis pas sûr que ça soit même souhaitable d'avoir. Voilà, malheureusement, à lui, j'ai vu tellement de désastres personnels. Ouais, bon, j'ai pu aussi apprendre des anciens avec qui j'ai échangé quand j'ai commencé cette carrière-là. Après, aujourd'hui, bien sûr, j'ai dû faire des choix. Bien sûr. Donc, j'ai fait le choix de pouvoir passer du temps avec mes enfants, donc d'avoir cet équilibre. Bon, après, pour faire ce travail, je voyage encore globalement 50% du temps. Ouais. Mais voilà, ça fait partie du travail. Et malgré le fait qu'il y ait des gens parlent de plus en plus d'utilisation d'outils virtuels dans la médiation, etc., pour le travail que moi je fais, surtout sur le continent africain, ça ne fonctionne pas. Si les gens ne vous voient pas, s'il n'y a pas cette relation humaine, s'il n'y a pas le contact humain, voilà, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Donc, c'est nécessaire. Voilà, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Juste équilibre. Je ne dis pas que je l'ai trouvé, mais on y travaille tous. D'accord. Merci de partager ça avec nous, Arthur. Alors, comme je vois le temps qui passe, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu partages avec nous en fait un succès qui a pu te marquer, un échec qui fait encore écho en toi, voilà, notamment des anecdotes croustillantes qui ont pu marquer en fait ton parcours, parce que tu as vécu beaucoup de choses, notamment dans des pays difficiles, au Tchad, au Mali, au Burundi, voilà, et j'en passe. C'est quelque chose qui t'a marqué en particulier que tu souhaiterais partager avec nous? Bon, alors ça, il y a plein d'anecdotes. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne sont pas racontables ou pas dans un format public, plutôt tard le soir. Mais je vais essayer de partager peut-être un échec. Donc, je vais essayer je vais reprendre un exemple de négociation pour l'échec et puis peut-être pour la médiation, peut-être quelque chose de plus optimiste. En fait, sur le Tchad, j'arrive donc dans la mission et on reçoit donc c'est une mission de paix avec 10 000 casques bleus sur le terrain avec un mandat de protection des civils à l'est, donc limitrophe du Darfour. Et là, on reçoit une lettre, enfin non, le gouvernement tchadien envoie une lettre à New York, à notre grand patron, qui est assez claire, qui dit, voilà, j'aimerais discuter avec vous des modalités de votre retrait, de votre départ. Donc, on reçoit cette lettre-là, la lettre est répercutée à la mission, et de suite, New York envoie une équipe de négociateurs qui nous tombe dessus. Moi, je suis l'assistant du chef de mission, et étant bilingue, voilà, on me demande d'aller, et connaissant les contreparties tchadiennes, on me demande d'aller assister à appuyer l'équipe qui vient de New York. Dans leur grande
wisdom, sagesse, voilà, New York s'est dit, bon, le gouvernement tchadien, c'est que des militaires à l'époque, aujourd'hui aussi, on va envoyer une équipe de militaires avec à la tête un général, un grand général hollandais, qui par ailleurs est quelqu'un de très bien et un ami. Et donc, ils arrivent, parce que ça va être respecté. Voilà, on va avoir une équipe qui ressemble à l'équipe qu'on a en face de généraux tchadiens. Sauf que notre équipe de New York, de militaires, arrive et rencontre la délégation tchadienne. Et bon, moi, je fais la traduction dans les deux sens. D'abord, donc deux équipes face à face. Et là, j'entends l'équipe de New York qui commence à expliquer aux Tchadiens qu'en fait, ils ont compris, avant même d'avoir écouté les Tchadiens, qu'ils ont compris ce que les Tchadiens disaient, que vraiment, on va faire tout notre possible pour que la mission soit beaucoup plus efficace. On va pouvoir faire voler des hélicoptères avec les portes ouvertes et les mitraillettes dehors, et puis on va mieux protéger les civils. Et là, les Tchadiens ouvrent les yeux ébahis et ils disent, mais est-ce que vous avez lu la lettre? On demande de discuter des modalités de votre retrait. Et là, l'équipe de New York continue, et je vois que ça ne marche pas, donc on arrête la discussion, et là, on va en tête-à-tête, donc entre le général et le général tchadien. On passe en tête-à-tête, donc tous les trois. Et là, clairement, le Tchadien dit, est-ce que vous êtes mandaté par, à l'époque, c'était Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, de discuter comment vous allez quitter le pays. Et là, le général hollandais est bien obligé de dire, ben non. Et voilà, c'est la fin de cette négociation. Alors après, il y a eu d'autres rounds qui sont aussi intéressants. Mais donc là, c'est un exemple typique où voilà, on ne s'est pas écouté, on ne s'est pas compris, on n'a pas envoyé les bons négociateurs, et on va dans le mur parce que voilà. Et on a pu rattraper la chose par la suite ou Alors bon, c'est une histoire passionnante, ça serait très long à expliquer. Oui, il y a eu deux autres rounds de négociations qui ensuite se sont élevés au niveau du président lui-même. Ça finit toujours à ce niveau-là en général, sur ce genre de dossier. Simplement, et donc on a réussi finalement à négocier, parce que en fait, le vrai enjeu de cette sortie, on n'allait pas pouvoir rester. En fait, les Tchadiens, le problème, ce n'était pas la mission. Ils n'avaient pas un problème avec la mission. C'est ça qu'on n'a pas compris, on l'a compris plus tard. Ils avaient un problème avec tous ces militaires étrangers qui, pour eux, n'étaient plus efficaces parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Il n'y avait plus de menace. En fait, la menace qui, initialement, avait fait qu'ils avaient accepté la venue d'une mission européenne initialement, ensuite, qui avait changé les bérets pour des bérets bleus donc, de l'ONU, n'était plus là. Et donc, on n'avait pas fait vraiment l'analyse qu'il aurait fallu faire pour mieux comprendre l'enjeu. En fait, on s'était arrêté à une interprétation de leur position. Oui, bien sûr. Et donc voilà, au final, oui, on a eu finalement un accord pour un retrait, parce que le vrai enjeu, c'est d'avoir un retrait en bonne et due forme, de manière consentante. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un retrait non consentant. Là, vous vous faites piller. Et déjà, dès que les rumeurs avaient commencé à sortir, notre staff national tchadien commençait à arracher les airs conditionnés, à prendre les chaises, etc., à piller la mission elle-même. Et puis, on avait des manifestations. On a même été pris en otage temporairement par le staff national, parce qu'ils ne voulaient pas que la mission et leur salaire s'arrêtent. Vraiment, donc, voilà, il fallait… au final, on a eu un retrait plus ou moins constant. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. D'accord. Non, mais très, très… Donc, pour passer à peut-être l'exemple plus positif, et ça va illustrer là où le médiateur peut être aussi créatif, parce que c'est ça aussi, hein, des bons médiateurs, je pense que c'est dans la créativité. Peut-être deux tout petits exemples, mais sur le même processus au Burundi. En fait, donc au Burundi, j'arrive au Burundi, on me dit c'est la paix, il y a eu un accord de paix qui a été signé entre le plus gros groupe rebelle et le gouvernement, il y a eu une transition qui a été faite, les rebelles ont été intégrés, tout va très bien. J'avais entendu parler d'un groupe rebelle, un petit groupe rebelle insignifiant qui apparemment était dans la forêt, mais vraiment personne ne s'en souciait. On mettait en œuvre l'accord de paix précédent. Et en fait, juste après d'arriver, ce petit groupe insignifiant en fait, a aligné des mortiers et puis a commencé à bombarder la ville un soir. Et donc, bon, tout le monde s'est rendu compte que finalement, il n'était pas si insignifiant que ça. L'armée les a poursuivis, il y a eu des affrontements, etc. Mais au final, voilà, ça s'est fini par une négociation. Ça se finit toujours, en fait, sauf si s'il y a une des parties écrase militairement l'autre, mais sinon, si on arrive à un point où voilà, ni l'un ni l'autre et les deux se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à écraser l'autre militairement, voilà, on arrive à une négociation. Et donc, on a lancé cette négociation, mais il y avait
plusieurs points. Le premier point d'achoppement, il y en a eu beaucoup, mais je donne un au début et un à la fin. Un des premiers points d'achoppement, c'était que les chefs rebelles ne voulaient pas revenir au pays, parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. D'accord. Donc là, on a dû arriver à un processus un peu créatif où on a en fait, au départ, convaincu l'Afrique du Sud, qui était le médiateur en chef, on était à leur côté, d'envoyer une unité de protection VIP qu'ils ont fait. Alors que les élections se rapprochaient, les Sud-Africains ont voulu se retirer. Et là, on s'est dit, c'est la catastrophe. Ils vont repartir, ils n'auront plus confiance, ils vont avoir peur d'être assassinés. Et en fait, on a réussi à convaincre les rebelles de créer une unité spéciale faite de moitié d'anciens rebelles, moitié de policiers gouvernementaux, qui seraient formés par les Sud-Africains avec les mêmes techniques. Et voilà, on les a mis en confiance, on les a emmenés dans des scénarios, on a fait les scénarios avec eux, etc. Et ils ont finalement accepté. Et donc voilà, le processus a pu continuer. Sinon, la négociation s'arrête. Sur quelque chose comme ça, la négociation s'arrête. Ça ne bouge plus. Plus tard dans le processus, là où on arrive vraiment sur le contenu de l'accord, on a eu un nouveau blocage. Où, en fait, le gouvernement ne voulait intégrer qu'un certain nombre de rebelles dans les forces gouvernementales. Et on comprenait bien, déjà, elles n'étaient pas très stables. Nous-mêmes, la communauté internationale, on ne voulait pas déstabiliser encore plus ces forces qui étaient déjà assez problématiques. Et donc, il y avait une autre partie qui allait dans le DDR, donc le désarmement et la réintégration socio-économique. Simplement, il n'y avait pas assez de moyens de la communauté internationale pour avoir un package complet. Et les rebelles insistaient qu'ils avaient 20 000 hommes. Et ils avaient réussi à en amasser 20 000. Donc, beaucoup n'étaient pas des combattants, beaucoup étaient simplement des gens, des affiliés. Et là, on a créé cette idée d'adultes associés. On a dit très bien. Donc, il y en a qui vont rentrer dans l'armée, ceux qui savent manier les armes, qui sont en bonne santé, etc., avec critères d'âge. Et une partie qui était vraiment des combattants. Mais bon, ils vont choisir autre chose parce qu'ils ont été blessés, etc. Donc, on va les soutenir vraiment, on va les accompagner sur 2 ans, un vrai processus DDR. Et il y a plein d'autres gens qui étaient vos sympathisants, qui portaient l'eau, qui étaient, voilà, bon, ce n'est pas vraiment des combattants, on est d'accord. Mais on va leur donner un petit pécule pour qu'ils rentrent à la maison. Parce qu'en fait, ils ne sont pas chez eux, ils sont dans des zones en fait, là où ils ont combattu, mais c'est des zones de ce qu'on appelle de rassemblement ou de fréquentement. Et donc, et ça ne coûtait pas grand-chose, c'était rien. On a réussi à amasser cet argent des bailleurs assez rapidement. Et c'est ça, quand ils ont vu que l'argent était là, qu'on pouvait faire ça, ça a débloqué. Et là, on a pu lancer le processus donc, complet d'intégration des DDR, etc. Sinon, on aurait eu un blocage de nouveau et tous ces gens affamés en fait, dans des zones de rassemblement et on n'aurait pas forcément abouti à un accord. Voilà, là c'est bon, c'est les petits succès, mais voilà, les médiations, c'est les sommes de petits défis et petits succès qui font que, parce que peut-être le message clé aussi, c'est que parfois les médiateurs font l'erreur de penser que voilà, c'est eux et que non, enfin l'intérêt c'est les parties. Vous ne pourrez jamais faire la paix pour les parties elles-mêmes. Bien sûr. It's not about you. Ouais, ben oui. Alors des médiateurs oublient complètement ça et puis on a un gros problème d'ego, surtout d'ego masculin parmi plein des médiateurs. Mais voilà, il faut se souvenir qu'à la fin des fins, voilà, nous on aura simplement été des facilitateurs, des médiateurs à des moments clés, mais c'est eux qui auront fait la paix. Et c'est eux qui vivent avec l'accord. Parce que nous, à l'arrivée, on se retire en tant que médiateur ou négociateur, mais c'est eux qui vivent avec l'accord. C'est pour ça qu'en aucun cas, on peut l'imposer. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit accepté par les parties en présence. Complètement. Arthur, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous autant de choses. Alors évidemment, ça pourrait durer des heures, je vous le dis. Alors j'ai la chance de dîner avec Arthur ce soir. On va continuer un peu plus notre conversation. Donc Arthur devait être en plus à l'étranger aujourd'hui, je crois savoir, et tu as repoussé volontairement ta présence dans un pays européen peut venir ici. Donc, vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. Donc, comme vous avez vu, Arthur vous a parlé de médiation, de négociation. Il a évoqué des termes que vous connaissez bien pour ceux qui connaissent bien ADN, la notion de position, d'objectif, d'enjeu, d'intérêt à négocier, donc l'objectif commun partagé, le gros socle de négociation derrière tout ça. Arthur a évolué dans des pays très, très, très compliqués. Par moment, tu as pu avoir peur aussi, je suppose, par moment. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine session. Donc, du coup, merci encore, Arthur. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre Arthur, donc là, je vois que tout le monde te remercie. Alors, il y a beaucoup de questions. Encore une fois, malheureusement, on ne pourra pas y répondre. Vous êtes très nombreux à vous être connectés. Vous pourrez suivre le replay de cette session, de cette première session ADN Talk. Voilà.
Et puis, ceux qui veulent également s'abonner à la newsletter ADN, donc c'est très simple, vous allez sur ADN Group, tout attaché, sans .com, voilà, où vous pourrez retrouver des informations notamment sur la session ADN Talk et les prochaines qui vont venir. Donc, on va tenter de s'astreindre, faire une place dans notre emploi du temps, avoir une session par mois où on va faire venir des grands négociateurs, des grandes négociatrices, des grands médiateurs sur ces sujets-là. Donc, Arthur, merci encore. Vraiment, du fond du cœur. C'était un vrai plaisir. Voilà, et en plus, tu mets tellement de cœur à l'ouvrage. Et puis, merci pour ce que tu fais au quotidien, parce que ce sont des personnes comme toi qui agissent dans l'ombre, qui permettent aussi de mettre en lumière des problématiques qui, malheureusement, peuvent nous échapper. Nous qui avons la chance de vivre en France, même si on a pu vivre dans des pays compliqués. Donc, à très, très bientôt. Voilà, portez-vous bien en ces temps incertains. Et à très vite. Merci encore, Arthur. Merci et bonne soirée.